Et si vous venez de nous rejoindre, vous regardez Midi Ensemble, surtout ne changez pas de chaîne, place à nos chroniqueurs voyage, gastronomie et innovation avec vous, Alice de Comarmont, bonjour, Pierre Lévy, bonjour, et Julia Ganassia, bienvenue, restez avec nous, on est parti. Alors Alice, cette semaine, vous allez nous amener aux Philippines pour faire un safari. Oui, un safari bien loin donc de la savane africaine, Valérie. Je vous emmène sur l'île de Calawi, une île qui appartient donc à l'archipel philippin, au beau milieu de la mer méridionale. Voilà, on peut le situer sur la carte. Et regardez bien, regardez cette faune complètement inattendue dans cette partie du monde. Elle est le vestige de la folie de Ferdinand Marcos, le dictateur philippin ayant régné sur l'archipel dans les années 70-80. Oui, on se rappelle de sa femme et de ses nombreuses paires de chaussures, c'est voilà, ça aussi. Eh bien, en 1976, ce dernier a fait venir par bateau une centaine de girafes, de zèbres et d'antilopes depuis le Kenya pour créer cette donc réserve africaine sur l'île. Donc 35 ans plus tard, il ne reste plus beaucoup d'espèces, il y en a 5 sur 8. D'après les experts, la consanguinité des bêtes a beaucoup ralenti leur croissance, mais malgré donc de moyens très limités, les gardes forestiers travaillent chaque jour d'arrache-pied pour rendre la terre plus accueillante pour ces espèces, en arrachant, en désherbant et en s'adaptant à leurs besoins alimentaire. Et en dépit de tous ces défis quotidiens, Froilan, donc un des gardiens de la réserve, est convaincu que ce projet n'aura pas été vain. Écoutez. En plus des animaux d'origine africaine, nous avons réussi à protéger nos espèces indigènes, comme le cerf des îles Calamian, des cochons sauvages, des chats sauvages et d'autres espèces, même les oiseaux. Cette zone est devenue leur refuge. Et pour ceux qui préféreraient la flore et la faune, c'est aussi possible dans l'archipel philippin. Oui, parce que je ne vous apprends rien, Valérie, l'écotourisme a le vent en poupe dans toutes les archipels du monde entier et les Philippines ne dénotent pas à cette règle. Nous partons cette fois sur l'île de Palawan, à l'ouest de l'archipel. Pour les touristes, c'est un paradis. Pour les défenseurs de l'environnement, c'est un terrain de guerre. Palawan abrite parmi les plus belles plages du pays, des récifs de coraux exceptionnels, d'immenses forêts et des sites classés au patrimoine mondial de l'UNESCO. Ça donne des idées. Oui, mais les défenseurs de l'environnement estiment que ces splendeurs, malheureusement, pourraient disparaître en une génération, vu la frénésie de destruction qui anime des groupes cherchant à exploiter les ressources minières. Donc l'initiative de ce tour opérateur est intéressante. Le tour opérateur s'appelle Ungong Rock Tour et il a transformé les anciens agriculteurs et pêcheurs en guides touristiques, comme c'est le cas de Juana, qui autrefois faisait de la culture sur brûlis. On l'écoute. Depuis que j'ai commencé à travailler ici, je n'ai plus besoin de couper des arbres, parce que mon travail aujourd'hui suffit à entretenir ma famille. Donc d'autres étaient pêcheurs et ils ont aussi utilisé eux de la dynamite, du cyanure. Ils ont beaucoup bouleversé donc la faune aussi bien aquatique. Ils ont détruit les récifs coralliens et avec le soutien du gouvernement, les agriculteurs et les pêcheurs sont maintenant employés pour faire découvrir et pour protéger, pour mettre en valeur la beauté des forêts et de la vie marine et puis les faire devenir guides et finalement aussi un moyen détourné de leur faire apprécier davantage finalement leur environnement, d'avoir envie de l'embellir et pour mieux le faire découvrir. Et puis autre avantage, nature, hein. Oui, et puis autre avantage de taille, en devenant guide, ils ont triplé voire quadruplé leur salaire, passant de $35 par mois à $35 par semaine. Bon, c'est pas beaucoup mieux, mais enfin. Et puis dans une autre image que vous nous proposez aujourd'hui, Alice, elle est insolite pour finir. Pour célébrer le vendredi saint, les Philippines se prennent véritablement au jeu. Oui, donc aux Philippines, on célèbre la crucifixion du Christ. C'était il y a quelques jours, c'était le dernier vendredi. Des catholiques philippins ont rejoué les dernières heures donc, du Christ sur la croix en se flagellant et en se crucifiant eux-mêmes. C'est un spectacle qui continue à faire affluer beaucoup de touristes, mais qui est quand même réprouvé par l'église du pays. Ça se passe à Fernando, à 90 minutes de Manille, et ces scènes sanglantes se déroulent au soleil, dans un terrain vague. Des vrais clous ont donc été enfoncés dans les pieds et les paumes des mains de plusieurs hommes, qui se sont succédés sur la croix devant un parterre de fidèles en prière. Des volontaires au crucifixion, ces volontaires à la crucifixion attendent la réalisation
par la réalisation de leur prière que la guérison d'un proche en fait. Bon, mais c'est absolument insoutenable. Appel au candidat, bon appétit bien sûr. Allez, à Julia, notre spécialiste innovation et bien-être. Julia, bonjour. Aujourd'hui, vous venez nous parler de la lutte contre l'extrême maigreur chez les mannequins. Et si j'ai bien compris, la France est en train de suivre le modèle israélien. C'est ça? Expliquez-nous. Exactement, et c'est pour ça que je vous en parle, c'est parce que la France marche justement sur les pas d'Israël dans cette législation. En fait, vous l'avez sûrement entendu cette semaine, dans le cadre de l'examen du projet de loi sur la santé, l'Assemblée nationale a adopté ce vendredi 3 avril l'amendement Véran qui veut lutter contre l'anorexie des mannequins, et je vous propose d'écouter tout de suite le député socialiste Olivier Véran qui justement nous explique sa proposition. Dans la loi, je propose que, dorénavant, un mannequin, avant d'être embauché, passe une visite médicale avec évaluation notamment de l'indice de masse corporelle qui se calcule en divisant le poids sur la taille au carré. Et c'est un indice qui est utilisé par l'Organisation mondiale de la santé pour déterminer si quelqu'un est dénutri, voire en état de famine. Et je propose que le certificat médical d'aptitude au travail ne puisse être délivré à des personnes qui sont en état de dénutrition, donc qui mettent leur vie et leur santé en danger. Voilà, donc vous l'avez compris, le texte vise à interdire tout simplement l'exercice d'une activité d'une mannequin qui serait trop maigre à partir de cet indice de masse corporelle. Finalement, c'est assez simple à calculer, hein, c'est la taille divisée par le poids, et si c'est en dessous 18, eh bien, on ne peut pas travailler. Alors, concernant les agences de mannequins qui embaucheraient quand même des mannequins qui seraient en sous-poids. En sous-poids, exactement, eh bien, elles pourraient être emprisonnées, c'est 6 mois d'emprisonnement et 75 000 € d'amende, et ça va aussi cette loi pour les publicités. C'est-à-dire que maintenant quand il y aura des publicités où on aura retouché la personne pour qu'elle paraisse plus maigre, eh bien il faudra absolument que ça soit signalé. Bon, alors c'est une très bonne initiative, tout ça c'est très bien, mais quel est le rapport avec la situation en Israël? J'y viens justement. Lors de son allocution devant l'Assemblée nationale, Olivier Véran, que vous venez d'entendre, a rappelé que l'Espagne, l'Italie et Israël avaient pris des mesures similaires, et justement le cas d'Israël est à souligner parce que c'est un pays à la pointe du combat pour les formes. C'est le premier pays au monde à avoir établi une loi interdisant l'emploi des mannequins trop maigres, et sa législation est la plus vaste. Donc ça interdit aux mannequins de défiler ou de faire des photos si elles sont trop maigres, et ça c'est entré en vigueur finalement très récemment, le 1er janvier 2015. Donc si jamais le mannequin veut travailler, il faut qu'elle fournisse une attestation avec son poids d'il y a 3 mois pour montrer que donc tout va bien pour elle. Et si un mannequin étranger veut par exemple travailler ici pour un shooting, eh bien elle doit fournir cette attestation. C'est ce qu'on appelle la loi Photoshop ici en Israël, et c'est Rachel Adato, que vous allez peut-être voir à l'écran, qui est membre de la Knesset et qui c'est elle qui... Là pour l'instant on voit des super mannequins à l'écran. Oui, alors mesdames, laissez-vous aller à bien manger. J'imagine que Pierre, ce n'est pas sans vous déplaire, vous connaissez évidemment sûrement Bar Raffaeli, Gal Gadot ou encore Or Grossman qu'on a vu tout à l'heure à l'écran, et qui sont très belles et qui sont pas rachitiques. Et justement, c'est maintenant le moment de parler gastronomie avec vous, Pierre Lévy. Et nous avons gagné des téléspectatrices, et pas n'importe lesquelles, les top modèles qui vont maintenant se mettre à manger. Et nous allons parler de la Belgique qui a fait un hold-up en Israël cette semaine, après une victoire 1-0 pour les qualificatifs de l'Euro 2016 contre la sélection israélienne au Teddy Stadium à Jérusalem. Et bien les Belges ont envahi le port de Tel Aviv. Au programme, bière, moules, frites. Pierre, vous n'avez absolument rien raté de cet événement, vous nous amenez? Rien, on n'a rien raté de cet événement, et puis je voudrais dire que si jamais il y a un mannequin qui est trop maigre, elle vient faire un stage à la maison, il n'y a pas de problème, en une semaine. Allez, on y va. Alors nous sommes actuellement au Namal Tel Aviv, où nous avons le Festival de la Belgique en direct. Les moules frites arrivent directement en face de nous, voilà. Ça c'est les vrais moules frites. Nous sommes en Belgique, en plein milieu de Tel Aviv, en Belgique. En Belgique. Alors, sur la plage. Génial. Qu'est-ce que vous me recommandez comme bière? Il y a 2 bières ici. La meilleure des bières pour manger avec les moules frites, c'est quoi? Les meilleures bières pour les moules frites, c'est le Hoegaarden. Prost. 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 Alors une fête de la Belgique sous le thème de la convivialité.
Absolument. La bière est un signe de convivialité en Belgique. C'est autour d'un bon verre de bière que les gens se rassemblent au café pour discuter en famille. Et, je suis très, très heureux de cette initiative ici en Israël qui montre aussi la grande convivialité ici à Tel Aviv, notamment ici sur le port de Namal. Je pense qu'il y a d'excellentes bières, le public israélien aime la bière et on est très heureux. Il y aura ce soir un grand concert ici sur le port de Namal de Boogie Boy, Paul Ambach, qui est un de nos artistes connus en Belgique. À la vôtre. Voilà, L'Echaim. L'Echaim. Prost. Prost. Alors Pierre, vous êtes bien amusé sur le port de Tel Aviv, mais est-ce qu'elle vaut le coup, cette gastronomie belge? C'est de la saucisse frite quand même, hein. Donc moule frite, saucisse frite, moule frite, gaufres, comment on dit, gaufres en waffle. On a fait des waffles, le chocolat belge, exceptionnel, des choses exceptionnel. Très light. Voilà, que du très light pour les mannequins qui ont besoin de faire un stage. Vous savez, les femmes, c'est un péché mignon aussi, hein. Allez, direction à présent le nord d'Israël, sur la route des vins. Aujourd'hui, découverte du domaine viticole de Tishbi. Il est en fait devenu au fil des années plus qu'un simple domaine viticole, car on y retrouve d'autres surprises, comme par exemple une boulangerie à la française et artisanale. En plus, regardez. Alors, dans la farine de semoule, ça va passer sur les échelles. Et après, on va les mettre dans la chambre de pousse qui est ici pour que le pain gonfle légèrement. Allez, au boulot. J'ai un métier dur, hein, c'est terrible. Alors, un pain aux noix et au sirop de date. Alors, nous sommes avec Golan Tishbi. C'est le fils de la famille Tishbi qui est le propriétaire de ce magnifique endroit. Et nous sommes devant ce magnifique, extraordinaire four pagnol. Avant tout, la décision d'amener un véritable four pagnol français en Israël s'explique par l'envie de ramener chez nous le savoir-faire qui l'accompagne. C'est véritablement un four unique, fait à partir de terre blanche. La cuisson se fait par l'extérieur, mais aussi par l'intérieur. Regardez à l'intérieur. Ça se passe à l'intérieur. On va prendre les plus au fond, ceux qui ont cuit en premier. Et attention, voilà un pain qui arrive. Il est tout beau, tout craquant. Un pain aux noix de campagne. C'est juste du grand bonheur. Ici, c'est une miche de pain de campagne avec de la farine française. On peut constater la qualité unique de cuisson. Ça sent le pain de campagne comme on connaît dans nos campagnes françaises. Mais là, on est chez Tishbi en plein milieu d'Israël. Extraordinaire. Ça craque sous la dent. Un vrai pain de campagne avec la tradition française, la farine française, le four français fait par un Israélien. Bravo, bravo. Alors en plein milieu d'Israël et en plein milieu aussi des fêtes de Pâques pendant lesquelles nous n'avons pas le droit de manger de pain. Pierre Lévy, vous avez bien choisi les confitures. Votre reportage. Vous préférez le pain ou la matzah? Dites-moi. Ah, le pain. Alors, on est obligé de manger. Spécial cette boulangerie justement. Alors la boulangerie est exceptionnelle parce que d'abord c'est la vraie tradition française et puis on a un pain qui est craquant, qui est un vrai pain de campagne comme on sait le faire dans le sud de la France et honnêtement c'est le meilleur pain. Mais la farine n'est pas la même ici, je crois. Hein. Non, la farine vient de France. Ah d'accord. Toutes les farines pratiquement en Israël sont importées. Voilà. Alors, Tishbi, c'est quand même à la base une appellation très connue de vin et on a l'habitude de faire des dégustations de vins classiques avec par exemple du vin et du fromage. Et bien aujourd'hui, inédit, grand cru de vin et grand cru de chocolat. Regardez.
voilà, donc vous avez ici toute la gamme de chocolat avec les pourcentages de cacao qui sont différents en fonction des grands crus. Nous sortons de la boulangerie, nous sommes pleins de farine et nous arrivons ici pour faire une dégustation de vin et de chocolat. D'habitude, Golan, c'est le vin et le fromage. Maintenant, ce n'est plus le vin et le fromage, mais bien le vin et le chocolat. Pourquoi ? Avant tout, j'ai décidé de travailler avec le chocolat et tout particulièrement le chocolat Valrenard parce qu'il respecte à merveille le process de fabrication du chocolat, qui est bien plus complexe et intéressant que le café et le fromage. On sent bien le retour du goût du cacao. Et le vin qui rééquilibre. Le mélange de ces deux saveurs est très intéressant, car en fait, il y a des fragments de chocolat et de cacao qui collent au palais, et après avoir bu le vin, on sent vraiment le retour du goût du chocolat, et c'est juste incroyable. Donc nous sommes en plus en train de voyager dans les terroirs israéliens avec les différents cépages. Nous sommes également, à travers le chocolat, en train de voyager en Équateur, aux îles Caraïbes, en République dominicaine, à Madagascar, en Papouasie-Nouvelle-Guinée et en Afrique globalement. L'évolution du goût sur le palais est complètement différente d'un chocolat à l'autre, d'un vin à l'autre. On est entre deux eaux, on est entre deux bonheurs, on est entre deux saveurs. Voilà, il faut le goûter, il faut le boire, il faut le manger pour le comprendre. On sent la différence véritablement entre le précédent vin, qui était un Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon. On arrive sur le Merlot, et là, les tanins sont vraiment puissants. On est sur de la haute voltige, hein. Moi je vous le dis, c'est vraiment de la haute voltige au niveau dégustation. C'est des sensations complètement nouvelles. Thank you very much. Golan. Merci beaucoup Golan, ça a été un plaisir de faire cette dégustation de vin et de chocolat avec vous. C'est vrai, la vie est vraiment belle. Eh bien, dis donc, on s'amuse bien quand on n'est pas en train de travailler, Pierre Lévy. C'est dur, hein, c'est très très dur. Et puis encore une innovation de la famille Tischby, puisque dans le domaine, il y a un restaurant tenu par un chef autrichien. Il s'appelle Günther, une bonne table que vous avez testée avec votre légendaire coup de fourchette. Allez, on y va. Bonjour, bienvenue dans ma cuisine. Je vais vous montrer comment on prépare un saumon frais fumé à la façon Tischby. Un saumon qui a été fumé avec du vrai bois et de la sciure. Vous avez une marinade dessus, 236 degrés, c'est un four à l'ancienne, un four à pizza. Ici, nous avons de la polenta, un petit peu d'huile d'olive. Très important, c'est de la polenta sans fromage. On a ici des épinards avec une petite pincée de sel, une petite pincée de poivre, sont cuits à la perfection. Très important, il faut que les épinards soient bien séchés pour pas qu'il y ait de résidus d'eau dans la poêle. Donc un zeste de citron, réduction de beurre avec des poivrons rouges. Ça m'a l'air délicieux. Et c'est très joli au niveau des couleurs puisqu'il y a un mélange de jaune, d'orange et de vert. Et avec le rose du saumon, nous allons avoir un arc-en-ciel. Voilà le plat de Günther. Polenta, épinards frais avec un zeste de citron, une petite sauce réduite à base de poivron rouge et un saumon fumé, je dis bien fumé, avec de la moutarde à l'ancienne dessus. Günther, bravo. Et maintenant, on va goûter. Let's go. Ah. Voilà, c'est juste bon. Oups, oups. Délicieux. We are here with a beautiful dessert. Et voilà, maintenant, on se retrouve devant un magnifique dessert qui ressemble à un raisin et qui est en fait une profiterole avec du fromage blanc, des noisettes, du caramel et de la praline. Praliné. On va goûter ça? S'il vous plaît. Digne des grands pâtissiers, hein. L'Echaim.
la bonne pâtisserie, belle présentation gastronomique, le bon vin et le bon pain. Quoi de mieux? Si c'est pas ça le bonheur. Mais comment vous arrivez à dormir avec tout ce que vous mangez, Pierre Lévy? Je dors pas, D'ailleurs, vous ne dormez justement. pas. Ce matin, à 5h du matin, je me suis dit, allez, je vais leur faire plaisir. Donc, je vous ai fait une petite mousse au chocolat. Je suis sûre que c'est pas maison. Voilà, elle est particulière, c'est sûr. Oui, c'est une mousse au chocolat faite à base d'huile d'olive également et un sel de l'Himalaya, un sel rose d'Himalaya, fait à base de chocolat 70%. Et ça donne un truc juste spécial, c'est-à-dire elle est onctueuse. Regardez ça, c'est juste magnifique, incroyable. Allez, c'est fini pour aujourd'hui. Julia, Alice, Pierre, comment prendre du poids avant les vacances? Et bien simplement en invitant Pierre Lévy dans Midi Ensemble. Si vous souhaitez avoir cette recette de cette mousse au chocolat, vous la trouverez sur le hashtag i24 Midi Ensemble. Merci de votre fidélité et il continue à manger. Restez bien branchés sur i24 News. C'est votre chaîne et c'est la meilleure, l'info. C'est maintenant avec Daniel Atlan.